L'intérêt d'avoir, à mon avis, des logiciels comme Pandore qui sont open source, qui sont documentés et dont les versions, donc moi je publie chacun de mes commits sur GitHub, permet déjà de se resituer dans un contexte technique où on peut rejouer la façon dont la recherche a été faite dans le passé. C'est mon invité, Guillaume Lévrier de la Bibliothèque nationale de France, la BNF. Guillaume a développé une application pour chercher, normaliser et explorer les documents scientifiques ou les données qui proviennent de différentes sources. Une application qui s'appelle Pandore. Et dans cet épisode de Code Faisant en français, Guillaume nous explique tout, ou presque. La première fois que j'ai rencontré Guillaume, il a présenté son application Pandore lors de la conférence FOSDEM à Bruxelles en février 2025. FOSDEM, c'est la conférence très connue parmi les développeurs de logiciels open source. Et en fait, FOSDEM, je crois, est la plus grande conférence de open source du monde. Alors, en fin de compte, Pandore n'a rien en commun avec cette boîte de Pandore mythologique qui déchaîne le mal dans le monde. Au contraire, l'objectif de l'application Pandore est de simplifier la recherche, ou du moins de rendre la recherche des documents scientifiques plus efficace. Pendant mon séjour à Paris cette année, j'ai eu le grand plaisir de rencontrer Guillaume encore à son lieu de travail, la BNF François Mitterrand dans le 13e arrondissement de Paris. Dans la conversation suivante, Guillaume a abordé sur quelques points essentiels autour des questions comme comment gérer, comment garder ou préserver les documents ou les artefacts numériques pour les générations futures des chercheurs et chercheuses. Bonne écoute! Je m'appelle Guillaume Lévrier, je suis chercheur en sciences politiques et il se trouve qu'en ce moment je suis chercheur associé à la BNF où je développe Pandore qui est un logiciel qui permet d'aller explorer les immenses jeux de données qui sont conservés et mis à disposition par la BNF. Pandore, c'est quoi exactement ? Alors, Pandore, c'est un logiciel que j'ai développé sur ma thèse, que j'ai faite à l'époque sur un sujet, sur une technique de génie génétique qui s'appelle CRISPR. Il se trouve que pour mieux cerner la façon dont cette découverte scientifique qui va gagner en ampleur et en intérêt pour la communauté des chercheurs au début des années 2010 s'est répandue à travers le monde, j'avais besoin d'aller interroger des très larges sources de données scientométriques ou bibliométriques, des bases de données qui à l'époque s'appelaient Scopus, Web of Science, aujourd'hui il y en a d'autres, OpenAlex ou encore d'autres sources, Dimensions. J'avais donc besoin d'un moyen d'aller chercher ces données via les API qui les mettaient à disposition, de les abstraire dans des formats qui soient compatibles entre eux et ensuite d'aller les explorer en tant que corpus sous différentes dimensions. Et il se trouve que généralement, quand les chercheurs et les chercheuses font ça, notamment en sciences sociales, soit ils demandent à ce que des ingénieurs ou des personnes plus compétentes qu'elles écrivent des scripts qu'ils utilisent ponctuellement pour leur recherche, soit ils se mettent un petit peu à apprendre comment faire ces requêtes et les administrent eux-mêmes. Il se trouve que moi, j'ai eu la chance au contact d'ingénieurs et de chercheurs du Media Lab de Sciences Po, donc dans un laboratoire dans lequel je n'ai pas fait ma thèse, j'ai fait ma thèse au CEVIPOF, mais donc un laboratoire proche de celui dans lequel j'ai fait ma thèse. J'ai été sensibilisé au besoin d'une part d'avoir la pleine maîtrise quand on est chercheur des outils qu'on utilise pour faire la recherche, parce qu'on a besoin de savoir d'où viennent les données, ce qu'elles contiennent, ce qu'elles ne contiennent pas, et comment on les récupère et ce qu'on fait avec. Et aussi l'importance de l'open source et de la reproducibilité de la recherche. C'est-à-dire que l'idée de ne pas avoir simplement un script qu'on écrit rapidement qui permet de récupérer plus ou moins ce qu'on pense vouloir, et ensuite d'écrire un récit autour de la description des données qu'on aurait récupérées, mais vraiment d'investir dans une sorte de capacité technique qui permette permettre l'exploration, donc pas seulement
faire une première récupération et se satisfaire de ce qu'on prend au premier résultat, mais de continuer à expérimenter, de tester les différentes possibilités que nous donnent les services quand ils mettent à disposition des données, et aussi de permettre à d'autres qui voudraient vérifier cette recherche ou récupérer ces résultats au service de leur propre recherche, ou de leur propre sujet d'intérêt, de pouvoir le faire. Et donc est venue l'idée de ne pas avoir simplement un morceau de script, quand bien même j'aurais appris à l'écrire moi-même, mais d'avoir une sorte d'infrastructure, donc en l'occurrence un logiciel, qui permette à d'autres chercheurs et à d'autres chercheuses de différents niveaux de capacité technique, entre guillemets, de pouvoir soit comprendre comment ces données ont été récupérées, soit parce qu'ils auraient trouvé la méthode intéressante, méthode que j'ai développée au fil de mes explorations, de le déployer sur leur propre sujet et donc de pouvoir, sans aucune capacité technique, simplement appuyer sur des boutons et soit vérifier un résultat, soit faire leur propre recherche sur leur propre sujet. Et donc d'où ce chemin qui m'a amené à développer ce logiciel Pandoré. Et il se trouve que, à la suite de mes échanges avec la communauté de la recherche, on m'a invité à différents types d'initiatives et de projets, dont ce fameux projet Respadon, mais voilà, qui m'a amené à rentrer en contact avec le Data Lab de la BNF, qui met à disposition des jeux de données très profonds qu'on peut généralement abstraire sous la forme de documents. Et donc, comme moi-même, j'avais conçu ce logiciel pour des documents à l'époque des articles scientifiques, l'idée est venue de redéployer, de continuer les développements sur Pandoré pour permettre l'exploration non plus seulement des articles scientifiques ou des essais cliniques, enfin voilà, c'est ce type de données auxquelles je m'étais confronté pour ma thèse, et d'aller voir plus grand et plus large, et donc d'interroger les immenses jeux de données dont dispose la BNF. Pour la recherche, il y a des moteurs de recherche comme Scholar Google et Semantic Scholar et Scopus. Et pourquoi un moteur de recherche comme... Alors, quand la BNF fait quelque chose que certaines autres bibliothèques, généralement de rang assez haut, soit de rang national, soit de rang mondial, fait, c'est qu'elle archive le web. Donc, comme tu l'as dit, il y a différents types de documents sont archivés de différentes façons. Il y a des opérateurs privés qui agrègent les documents, les articles scientifiques. Maintenant, il y a de plus en plus d'opérateurs publics qui essaient de le faire. En France, on a une initiative qui s'appelle ISTEX, par laquelle l'État français a acheté à des éditeurs scientifiques des très larges jeux de données pour les rendre disponibles pour les chercheurs en France et en Europe. Il se trouve qu'il y a d'autres types de documents qui peuvent être intéressants, et notamment avec la création de l'Internet, immédiatement s'est posé la question de comment on archivait cet Internet qui permettait à chacune et chacun, disposant d'un accès Internet, qui à l'époque était assez restreint mais qui aujourd'hui s'est très largement démocratisé, comment on fait pour archiver tout ce contenu qui était créé par des citoyennes et des citoyens. Comment on faisait pour mettre ce matériau à la disposition des chercheurs du futur. Et il se trouve que très tôt, la BNF s'est aussi intéressée à cette initiative, que cet intérêt s'est matérialisé par, au début des années 2000, des expérimentations. Il y a notamment une expérimentation qui, moi, m'intéresse beaucoup, qui est celle de la collecte de l'Internet de l'année 2002 en France. Une collecte, parce qu'on peut l'oublier un peu rapidement. Moi, à la base, mon intérêt est un intérêt de sciences politiques. Et en 2002, en France, on a eu une élection présidentielle. Et donc, cette collecte expérimentale de 2002 est une collecte électorale dans la mesure où les bibliothécaires de la BNF et du réseau des bibliothèques nationales en France se sont intéressés à un type de discours très particulier qui est le discours de la campagne, qui est le discours du débat national avant une grande élection, parce qu'on sait que ces discours-là vont être dissous assez rapidement après l'élection. Pour une raison simple, qui est que généralement les candidats mettent en place une infrastructure de communication sur Internet dans le contexte de la campagne. Et une fois que la campagne est passée, une fois que l'élection est terminée, il y a évidemment beaucoup moins d'élus que de candidats. Et donc tous les candidats qui n'ont pas été élus, d'ailleurs même souvent ceux qui ont été élus, passent à autre chose et arrêtent de maintenir les infrastructures de campagne et de communication. Donc à l'époque, ça se matérialisait beaucoup par des forums, des blogs, des sites internet qui avaient donc des hébergements internet. À l'époque, c'était peut-être un peu moins démocratisé qu'aujourd'hui, donc ça coûtait quand même un certain prix.
Il fallait avoir un nom de domaine, il fallait avoir l'hébergement, il fallait avoir quelqu'un qui installe l'infrastructure de publication dessus. C'était moins facile. C'était moins. Là, aujourd'hui, tout le monde fait, depuis une quinzaine d'années, tout le monde fait du WordPress, tout le monde fait des réseaux sociaux, on le fait en 3 clics. Mais à l'époque, il fallait être capable de gérer un serveur, faire un peu de PHP, gérer le client FTP, etc., etc. C'était pas si simple que ça. Donc, ça avait un coût et donc ça disparaissait très vite. Et donc tout ce matériau se retrouvait dissous après l'élection, ce qui, pour la recherche, est quand même assez problématique parce qu'il y a plein de prises de parole qui sont entre guillemets verticales, donc c'est les candidats ou les élus ou les leaders politiques, les grands militants, les personnes qui créent le discours politique, qui est ensuite diffusé au travers de la société, qui s'expriment vis-à-vis de ce qu'ils pensent être leur public, mais il y a aussi une prise de parole horizontale entre les diverses personnes qui n'écrivent pas les programmes des partis ou les slogans ou les discours, mais qui, entre eux, discutent de justement la situation politique du pays, ce qu'ils en pensent, analysent différents types de discours, arrivent avec leurs valeurs, leurs expressions. Et donc, on a accès à pas seulement ce que les élites disent et veulent dire à la représentation qu'ils ont, entre guillemets, du peuple, entité qui n'existe pas, mais disons les différents publics auxquels ils pensent s'adresser, avec des représentations plus ou moins justes d'ailleurs, des militantes et des électeurs à qui ils pensent adresser un message. Et on a vraiment des citoyennes, des citoyens qui s'expriment, qui ont des opinions, qui ont des parcours. Et avec une expression aussi au début des années 2000, à l'époque où l'Internet est un objet assez nouveau, les navigateurs sont des logiciels aussi assez nouveaux à l'époque, pas encore complètement matures, ont une prise de parole qui est beaucoup plus candide. Ils ne savent pas forcément que ce qu'ils écrivent va rester. Et avec aussi des différentes générations qui essayent de s'organiser autour de ce nouveau médium avec des prises de parole qu'ils tirent de la période précédente. Donc on a des personnes peut-être plus âgées qui écrivent des commentaires ou des posts de forum sous la forme de lettres. Parce que la capacité de la rédaction épistolaire est quelque chose qu'ils maîtrisent. Et donc par exemple, on trouve des militants, enfin des gens qui expliquent sous des posts de blog des années 2000, qui rédige vraiment en mettant Pont-à-Mousson, le 26 avril 2002, cher monsieur candidat, j'ai bien pris les connaissances de votre discours, je vous remercie. Moi-même, adhérent RPR depuis, puis les Républicains, à l'époque ça devait être l'UMP, depuis 1976, j'ai suivi avec intérêt votre carrière, etc., bien cordialement, etc., etc. Et d'autres qui ont des prises de parole, qui sont peut-être plus jeunes, qui ont des usages sociaux très différents, ont des prises de parole qui sont très candides, parfois très provocantes, parfois très violentes aussi. Donc il y a aussi, ça nous permet de mesurer la façon dont le discours a évolué sur les 20 dernières années. Il y avait une candeur et une agressivité dans le discours qui est très différente d'aujourd'hui. Donc voilà, pour toutes ces raisons, c'est très intéressant aujourd'hui d'avoir un regard un peu rétrospectif sur ce que les gens écrivaient sur Internet au cours des 25 ou 30 dernières années, pour avoir une idée d'une part comment la société a évolué, et ça on peut en avoir une idée sur la façon dont les gens s'expriment. Un sujet sur lequel on va essayer de travailler avec des collègues dans les prochains mois, c'est notamment le rapport au genre, au masculinisme, à l'extrême droite et aussi à la misogynie dans les années 2000, qui existe beaucoup moins aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a dénormalisé une sorte de violence vis-à-vis des femmes dans le discours, qui est frappante, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des discours qui étaient complètement normalisés, qui étaient très violents dans début des années 2000. Aujourd'hui, les prises de discours sont beaucoup moins agressives, ou alors cette agressivité s'exprime de façon très différente, beaucoup plus marginale, et dans des cercles qui sont déjà identifiés comme moins normaux, plus extrémistes, et donc ça rentre dans un autre registre, qui est la provocation, etc. Donc il y a cette capacité-là à aller, entre guillemets, voir dans le passé, mais tout en sachant que ces archives sont des archives, que ce sont des captures qui ont été faites à une certaine époque avec certains moyens techniques qui se jouaient dans certains logiciels qui étaient les navigateurs de l'époque qui n'existent plus aujourd'hui. Donc la BNF essaye de maintenir certains navigateurs un peu hybrides qui permettent de charger ces contenus autant que possible. Mais voilà, faut toujours garder à l'esprit que ces ressources-là qui ont été capturées et qui sont mises à disposition par la BNF sont le reflet de ce qui a pu exister, et que ce reflet est lui-même rejoué par des machines qui font de leur mieux pour l'interpréter.
Donc on est à plusieurs couches de distance du réel de l'époque. C'est ce que la machine a pu capturer, sur ce que le serveur à l'époque a pu mettre à disposition, la façon dont cette capture a ensuite été enregistrée dans un jeu de données, enfin convertie pour être enregistrée dans un jeu de données, et comment aujourd'hui on arrive à réaccéder à ce jeu de données, à ces enregistrements, et à les interpréter pour arriver à quelque chose à l'écran qui nous donne des informations sur l'époque. Donc on est quand même à plusieurs tranches du réel, et avoir la maîtrise de ces tranches est important parce que sinon on ne sait pas dans quelle mesure le signal qu'on explore est déformé. Donc si tu veux, moi mon défi, il n'est pas seulement de construire plugins logiciels qui permettent à Pandoré d'aller taper dans des jeux de données dont on ne saurait rien. L'idée est de, en tant que chercheur, prendre en charge à la fois le débat historiographique et épistémologique de ce qui est en jeu avec ces archives-là. Pour créer un contexte. Pour avoir une idée du contexte, pour que la chercheuse, le chercheur qui viennent s'y confronter ait une bonne idée de ce qu'on peut faire dire et de ce qu'on ne peut pas faire dire à ces données. Et c'est ça le vrai enjeu. C'est de dire, voilà, moi, je crée ce vecteur d'accès à ces données qui sont un trésor. C'est clairement un trésor, c'est très clairement très sous-employé. Et si c'est sous-employé, c'est parce que les moyens techniques d'accès étaient soit trop complexes, soit pas adaptés à la population des gens qui pourraient en faire quelque chose. Mais pour autant, au-delà de la fascination vis-à-vis de ce trésor, il faut essayer de créer un cadre normatif, enfin un cadre, j'ai presque envie de dire épistémologique, un cadre de sens sur la valeur, la portée et l'intérêt de ces données. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver, faire une recherche, chercher un terme et dire, bah voilà, on a la preuve qu'à l'époque, la société était plus tolérante ou moins tolérante. On est très loin de ça. Parce que tout l'Internet n'a pas été capturé, il y a des sélections qui ont été faites, les machines ont fait ce qu'elles ont pu, mais elles avaient un certain budget technique de capacité, de moissonnage, etc. Il y a des choses des types de sites qu'on a pu collecter, d'autres qui n'ont pas pu être collectés, etc. etc. Donc il y a tellement de caveats qu'il y a un enjeu qui est loin d'être seulement technique. En fait, le principal enjeu est probablement pas technique. Le principal enjeu, c'est d'être capable de gérer à la fois la complexité archivistique qu'il y a autour de ces jeux de données et vraiment se poser la question de quel est le savoir qu'on peut construire à partir des données dont on dispose, sachant que justement, on ne se rend compte vraiment de ce qu'on a à un moment donné que quand on commence à regarder dedans. Parce que évidemment, c'est 25 ans de travail. Il y a eu des générations de gens qui ont travaillé sur les différents aspects qui permettent la récupération et le stockage de ces données. Et donc finalement, on ne sait ce qu'il y a dedans à un moment donné que quand on va voir. Et c'est tout cet enjeu. Et c'est pour ça que moi, je suis content d'avoir la chance de faire cette exploration sur des sujets qui m'intéressent. Et donc notamment à l'époque de début des années 2000, la façon dont toutes les controverses autour du clonage, c'est l'époque de Dolly, c'est l'époque de Raël, les sectes qui ont annoncé avoir cloné les êtres humains alors que pas du tout. C'est l'époque où aussi on est en train de solder l'héritage des prions, de la vache folle. Donc voilà, donc il y a tout ce contexte-là et c'est intéressant de voir justement comment... à partir de cette époque-là, il y avait aussi les bébés bulles, tout ce milieu vis-à-vis le séquençage du génome humain, qui est la première époque du séquençage du génome humain qui a été annoncé être terminé en 2002, etc. Donc il y avait toute cette époque-là, il y a une espèce de traversée du désert dans les 10 années qui ont suivi. Et donc c'est vraiment très intéressant de voir quels sont les imaginaires politiques qui sont développés à cette époque-là et de voir comment on les met face à face avec les imaginaires qui sont développés aujourd'hui. Et on se rend compte que finalement, ils sont assez proches. Il ne s'est pas passé grand-chose en termes d'imaginaire, si ce n'est qu'aujourd'hui, une partie de ces imaginaires sont devenus réalité. À l'époque, on parlait, on voyait les OGM et on se disait mais qu'est-ce qui va se passer quand on fait ça aux êtres humains ? Aujourd'hui, on est capable de faire naître des êtres humains dont on a prédéterminé certains traits au niveau du génome. Donc ça veut dire qu'on est arrivé à cette sorte de monde qui avait été anticipé. Pour autant, les imaginaires, eux, ont assez peu bougé. Ça m'intéresse, c'est le lien entre la politique et les logiciels. Comme tu as dit, ce n'est pas seulement une question de la technologie,
mais aussi de quoi faire avec les données. Tout à fait. C'est un grand enjeu qu'on a depuis une quinzaine d'années, qui est on entre dans une ère où les sciences sociales, notamment les sciences sociales qui ne sont pas l'économie, parce que l'économie a longtemps s'est armée des données collectées notamment par les États pour monitorer justement l'état de leurs économies, mais d'autres sciences sociales, notamment la sociologie, la science politique et encore d'autres, qui sont les données issues des réseaux sociaux, qui sont les données issues d'enquêtes menées par Internet à beaucoup plus grande échelle, qui sont des données qui viennent en gros de tous les moyens de la société de l'information aujourd'hui, le fait qu'on ait tous des smartphones dans les poches, qui comme ça créent des données géolocalisées, capacité à toutes les infrastructures enregistrent maintenant des traces dans des ordinateurs, dans des bases de données, ce qui nous permet d'y avoir accès, même si c'est anonymisé. Donc voilà, il y a énormément de disciplines qui donnent accès à énormément de données. La question est qu'est-ce qu'on fait de ces données, qu'est-ce qu'on fait dire à ces données et dans quelle mesure les résultats qu'on présente et leur interprétation ensuite qu'on propose de ces données sont reproductibles ou pas. Et je pense, mon interprétation, et je pense que c'est une interprétation qui est assez largement partagée, il y a une espèce d'âge d'or rétrospectivement, c'est beaucoup moins lumineux qu'on le pensait à l'époque, mais il y a eu une espèce de période dans laquelle il y avait une sorte de course à la publication qui se basait sur, on a récupéré ces données, voici rapidement une description de ce qu'on pense qu'elles contiennent, et voici notre interprétation. Et on s'est rendu compte que ces données, ces phénomènes, on s'en est rendu compte à l'époque déjà, les chercheuses et les chercheurs en étaient conscients, mais il y a cette fuite en avant s'est un petit peu écroulée sur elle-même dans la mesure où très peu des phénomènes qui étaient décrits ont pu être reproduits et la production de données était beaucoup moins fiable et beaucoup moins accessible, entre guillemets, dans le temps qu'on ne le pensait. Typiquement, Twitter n'a plus d'accès API. Les réseaux sociaux, longtemps, la plupart des plateformes ont fait flotter l'idée qu'elles ouvriraient in fine leurs données pour la recherche, et puis finalement, elles ne l'ont jamais vraiment fait. Ce qui a poussé les chercheuses et les chercheurs à développer d'autres techniques, comme le scraping, comme d'autres capacités, mais qui sont rarement des capacités à grande échelle, qui sont souvent pister un signal sur une communauté en particulier ou un terme en particulier, etc. Donc on est un peu aujourd'hui dans une zone intermédiaire, on est un peu dans une limbe, on est un peu dans un purgatoire où on a cru au paradis, plus ou moins, puis finalement cette espèce de montée en puissance par les données se révèle décevante, comme ça avait été aussi, encore une fois, il ne faut pas être naïf, ça avait été aussi assez largement anticipé. Et le fait qu'aujourd'hui, finalement, on regarde cette littérature de façon un petit peu critique, montre qu'on a un vrai enjeu on a des capacités de récolte des données, on a des capacités de traitement des données. Est-ce que ça nous apprend vraiment des choses intéressantes sur la société? Et est-ce que ces leçons qu'on en tire sont des leçons qui tiennent dans le temps? Est-ce que finalement, on n'a pas juste documenté les contingences d'une époque? Et chaque époque a ses contingences, et donc à chaque fois, on prétend découvrir des leçons structurelles de comment fonctionne une société, mais en fait, on ne fait que documenter ce qui s'est passé à un endroit, à un moment, et chaque endroit et chaque moment est différent. L'intérêt d'avoir, à mon avis, des logiciels comme Pandoré qui sont open source, qui sont documentés et dont les versions, donc moi je publie chacun de mes commits sur GitHub, permet déjà de se resituer dans un contexte technique où on peut rejouer la façon dont la recherche a été faite dans le passé. Moi, l'intérêt que j'ai à travailler avec les archives du web ou les données qui sont en fait... BNF. À la BNF, mais même en général, parce qu'une fois que c'est conçu pour la BNF, comme c'est un format qui est relativement standardisé, ça pourrait marcher n'importe où ailleurs, dans n'importe quel autre contexte où il y a des archives du web. C'est que justement, du coup, on peut se situer dans une époque. Et on sait que ces données sont accessibles et qu'elles seront accessibles à long terme. On sait que dans 50 ans, normalement, je touche du bois, s'il n'y a pas de catastrophe, ces mêmes données seront toujours accessibles. Et la même version de Pandoré qu'on a utilisée aujourd'hui sera aussi accessible. Et donc, on pourra rejouer ça. Et là, on pourra dire, voilà, dans quelle mesure ce qu'on a observé à l'époque-là était quelque chose qui apparaît structurel, X ou Y phénomène,
Ou alors ça, manifestement, c'était une contingence parce que quand on analyse à cette époque-là, puis 10 ans avant et 10 ans après, en fait, finalement, les déterminants qu'on pensait être vraiment importants ont complètement disparu et il s'est passé autre chose. Et en fait, ce qui ça cachait, c'était le proxy d'un autre phénomène, etc., etc. Donc, je pense qu'il y a eu cet appel d'air qui a créé le foisonnement des données, quelque chose qui a été très utile parce que ça nous a forcé à nous former à traiter ces données. Et donc, c'est comme ça que moi, qui suis quelqu'un qui fait principalement des sciences sociales, j'en suis venu à apprendre à lire et à écrire du JavaScript pour les besoins de ma recherche. Et que maintenant, on est arrivé peut-être plus à une époque de maturité où on se rend compte que faire des scripts à gauche, à droite, ça ne suffit pas. Ce dont on avait déjà l'intuition. Encore une fois, je ne prétends pas avoir des grandes illuminations. Dès l'origine, tout le monde était assez conscient que ça, mais c'est une chose d'être conscient des limites de ce qu'on fait, et c'est une autre d'être forcé à les prendre en compte et à s'articuler autour de ça, parce qu'on sent que sinon, ce qu'on fait va s'effondrer. Et donc là, on est dans à mon avis, on est au début, on est entré en tout cas, dans une période où on prend conscience qu'il est vraiment nécessaire d'avoir et d'assurer la pérennité des écosystèmes logiciels qui permettent de faire de la recherche, parce que ces découvertes qu'on va faire, ces résultats qu'on va présenter et leurs interprétations, ne prendront leur valeur que s'ils sont ancrés dans le temps. Et donc, les palettes d'articles, les milliers, les centaines de milliers d'articles qui ont été publiés dans les 15 dernières années et qui prétendent analyser la société sous le rapport de ces données, ne prendront réellement leur valeur que si on arrive à retrouver les phénomènes qu'ils documentent avant et après. Voilà, mais encore faut-il en être capable. Encore faut-il avoir des cadres qui permettent de faire ces comparaisons. Et donc, ce que je fais avec mon logiciel, ce que j'essaye de faire, en tout cas plus modestement avec mon logiciel, c'est de participer à construire ce cadre en participant à cet écosystème qui le fait vivre. Et donc, derrière se pose la question, donc je suis très content que le Media Lab existe, je suis très content que le Data Lab, donc le Media Lab de Sciences Po, le Data Lab de la BNF, je suis très content que ces gens et que ces structures existent. Et moi, sans y être complètement lié, je bénéficie beaucoup en gravitant dans leur orbite respective. Je bénéficie beaucoup de leur existence. Pour autant, il y a maintenant une vraie question de qu'est-ce qui va assurer à long terme la pérennité de ce système. Oui, c'est un défi pour tous les logiciels, pas seulement pour le open source, mais tu as commencé avec Pandora quand? J'ai commencé au début de ma thèse, donc j'ai commencé à mon avis les premiers commits de Pandora privés, ça doit être 2017, et donc les premiers commits publics, ça doit être 2018 ou 2019. Donc ça fait déjà 5-6 ans, enfin oui, même plus, on est en 2025, donc ça fait, on va dire, on peut mettre un peu la date de naissance de Pandora. Après une gestation plus ou moins longue, on pourrait dire que c'est vers 2019. Donc ça fait, on va dire, 5-6 ans que Pandora existe dans une forme qui a pu être utile vraiment à la recherche. Et Pandora est un plugin pour le navigateur de browser? Non. Pandora est son propre logiciel. C'est sa propre application qui fonctionne sur un noyau Electron. Donc le noyau Electron, c'est un noyau... C'est avec JavaScript, non? C'est du JavaScript, tout à fait. Donc en fait, c'est un noyau Chromium sur lequel on embarque des pages et des scripts qui sont compilés avec le logiciel. Donc à chaque fois que vous lancez Pandora, c'est comme si vous lanciez un navigateur Chrome qui ne peut faire qu'une seule chose, c'est les choses que font les actions de Pandora, et donc qui a accès à votre ordinateur comme tout logiciel a accès à votre ordinateur, et donc de façon beaucoup plus large que pourrait le faire un navigateur qui, pour des raisons de sécurité, se restreint à un certain type d'action. Donc Pandora est son propre logiciel, c'est un logiciel desktop qui, parce que justement il bénéficie de cette infrastructure Electron, peut être compilé pour à la fois les distributions Linux, des distributions Windows et des distributions macOS. Donc l'idée est vraiment d'avoir une capacité où n'importe qui peut aller sur le site. En l'occurrence, je distribue directement via GitHub parce que c'est plus pratique. Télécharger, pas des binaires, mais un logiciel vraiment compilé, double-cliquer dessus et ça part. Il n'y a pas besoin d'installation, ça fonctionne même. C'est une application qu'on appelle portable, dans le sens où elle fonctionne sans installation. Vous pouvez la mettre sur une clé USB, la mettre sur un ordinateur, vous double-cliquez, ça se lance. Et c'est ça. Ça fonctionne. Et d'ailleurs, j'ai fait ça non pas par praticité, mais parce que c'est une obligation pour pouvoir fonctionner dans un paradigme institutionnel comme celui d'une institution comme la BNF.
C'est-à-dire que la BNF a un régime évidemment très strict de sécurité logicielle qui fait que, d'une part, vous devez être reconnu comme application autorisée, mais aussi, le moins vous installez de choses, le mieux le système se porte. Et donc, pour ces raisons-là, j'ai converti les nouvelles versions de Pandoré en une application portable où juste pas d'installation, vous double-cliquez, ça se lance et c'est parti. Il y a un vrai bénéfice à être aussi léger que possible, mais je pense aussi qu'il y a un vrai bénéfice à être un logiciel autoporteur qui a besoin de rien d'autre pour fonctionner, qui fonctionne sur chacune des machines qui les fait tourner. Donc, le chercheuse, la chercheur, n'importe quel utilisateur est complètement propriétaire de ces données. Il n'y a pas de serveur central ou d'autres logiciels dont on ne sait pas ce qu'il ferait, qui vient interférer dans la récolte ou dans le stockage des données. C'est son propre monde, c'est un monde autoporteur, et c'est un monde qui n'est pas dépendant d'autres services, sauf si vous décidez de les connecter. Pas de cloud, exactement. Parce que moi, j'ai commencé par faire un cloud, en fait. J'ai commencé par faire un service où j'avais un petit serveur qui me coûtait 5 € par mois. Et j'avais fait une petite interface web et donc une petite API et j'envoyais comme ça mes jeux de données et tout. Mais je me suis rendu compte que c'était problématique parce que d'une part, quelqu'un d'autre que moi ne peut pas savoir ce qui se passe derrière le serveur. Et donc ne peut pas avoir confiance en réalité, même si je publie le code du serveur. Si les gens n'ont pas accès, ils n'ont aucune idée de ce qui se passe réellement dans le monde opaque du serveur, premièrement. Et deuxièmement, ça faisait peser un coût que je supportais. Alors 5 € ça va, mais s'il y a plus d'utilisateurs, ça devient problématique. Et en termes de reproducibilité de la recherche, c'était aussi pas acceptable parce qu'on ne peut pas savoir quand un jour je passe sous un train ou le serveur a un problème, tout disparaît. C'est pas acceptable en termes de gestion des données, c'est pas acceptable en termes de responsabilité de à qui appartiennent les données, qu'est-ce qu'il y a dedans, est-ce qu'elles sont traitées avec dans le cadre juridique qui est pertinent pour gérer ces données. En sciences sociales, généralement, on utilise des données qui peuvent être qualifiées de données personnelles, donc c'est un vrai enjeu. Et évidemment, la question de la reproducibilité à long terme. Si ce serveur vient à disparaître et les derniers développements qu'il y a dessus disparaissent aussi, tout ça est perdu pour la recherche. Donc d'où vraiment cette contrainte qui est une contrainte très forte. Et la plupart des solutions qu'on nous propose aujourd'hui, en réalité, même si c'est des applications, généralement c'est des interfaces web, même si c'est des applications, elles envoient les données autre part pour être traitées, parce que la nouvelle mode actuelle, et je ne sais pas si tu avais prévu de poser cette question, mais c'est de faire des traitements par intelligence artificielle. Et ces traitements-là ont un vrai gain à l'infrastructure. Et donc, ça n'a pas de sens d'installer des LLM ou autres algorithmes de machine learning sur votre petit laptop, parce que ça va vous prendre toutes vos capacités, alors que sur un grand réseau de cloud ou un grand data center, il y a une telle économie d'échelle que là, par contre, ça coûte presque rien. Et donc ça, c'est un vrai enjeu. Moi, c'est pour ça d'ailleurs que je laisse ces algorithmes-là à d'autres, s'ils veulent s'en servir. Et l'autre enjeu, évidemment, aujourd'hui, c'est qu'il y a le risque aussi d'avoir du code qui n'a pas été écrit par des humains, mais qui a été écrit justement par des systèmes automatiques, comme Cursor, comme Claude. Generic Voilà, exactement. D'avoir du AI qui écrit du code. Donc finalement, personne ne contrôle ou ne comprend ce qu'il écrit jusqu'à ce que vraiment quelqu'un s'y penche. Quelqu'un de compétent s'y penche. Voilà, donc j'ai vraiment fait le choix de m'éloigner de ces paradigmes-là pour être un petit peu dans un paradigme plus autocontenu, mais ce qui, du coup, a un fort coût en termes de compétences techniques et en termes de temps à y passer, dans la mesure où il faut être capable d'être soit seul, en fait, parce que je suis quand même le seul développeur. Tu es seul, il n'y a pas absolument, ouais. Je suis seul dans la mesure où j'ai des gens qui m'aident quand je suis vraiment complètement bloqué, je demande de l'aide. Mais aujourd'hui, d'ailleurs ça se voit sur le repo, je suis presque le seul à faire des commits. Ça implique du coup que je maîtrise à moi seul l'ensemble du processus. Ce qui est aussi un choix. J'aurais pu m'associer avec d'autres pour le faire, mais j'ai développé cette application dans un contexte où je trouvais, comme j'ai expliqué un peu plus tôt, important d'être capable de maîtriser tout ce qui se passe à chaque niveau du traitement de l'information. Il se trouve que là, dans le cadre de mon association, je suis en train de changer un tout petit peu de paradigme où je consolide ce cadre pour que, après, les développeurs et les développeuses qui le voudraient puissent développer des sortes de plugins où ils ajoutent des fonctionnalités mais dans un cadre qui est déjà fortement établi. Donc on peut s'assurer que le traitement de l'information est complètement transparent parce qu'ils ne vont pas se brancher au cœur de Pandoré, mais ils vont se brancher à des lieux que j'ai conçus comme tels
pour faire des traitements marginaux qui sont propres à ce qu'ils veulent réaliser, mais qui assurent en même temps une identité et une transparence du traitement de l'information qui soit suffisamment claire et qui reste compatible avec le paradigme de traitement de Pandoré. C'est un choix qui est très lourd à porter, d'une part, et d'autre part, ça implique... c'est un choix qui a du sens pour faire de la recherche scientifique. Je ne suis pas certain que dans d'autres cadres, il y ait vraiment un sens, peut-être dans des applications militaires, mais il y a peu de contextes dans lesquels on ait autant besoin d'être complètement sûr que le traitement de l'information est vraiment maîtrisé de bout en bout. Tu as dit l'accès à BNF, les données de BNF est très strict, mais Pandora est open source. Énorme enjeu. C'est un énorme enjeu parce qu'on peut télécharger très facilement le Pandora. Tout à fait. Mais après, on fait quoi? Alors, Pandoré a un paradigme de fonctionnement qui est en pipeline. Donc, il y a 2 pipelines. Il y a un pipeline de récupération et de normalisation de l'information et il y a un pipeline de visualisation et d'exploration de l'information. Ces pipelines sont conçus, c'est assez intuitif, pour fonctionner côte à côte, ou à la suite plutôt en série, plus que côte à côte, plutôt en série. Donc d'abord, vous allez récupérer l'information, la normaliser, et ensuite, une fois que vous avez constitué votre corpus, vous allez l'explorer avec les heuristiques de visualisation de Pandoré. Et entre les deux, il y a un logiciel que j'utilise comme interface qui permet aux utilisateurs d'explorer leur jeu de données et de le modifier à la main si nécessaire, qui est Zotero. Donc globalement, le fonctionnement entre guillemets normal de Pandoré, c'est vous avez une source de données, donc par exemple une base de données qui agrège des articles scientifiques, pour reprendre ce premier usage que j'avais décrit. Pandoré va se connecter à l'API, va utiliser votre clé si c'est nécessaire pour s'y connecter, récupérer les documents, les normaliser vis-à-vis d'un format standard dont là j'utilise le format de citation de Zotero. On va récupérer les métadonnées. C'est Zotero. Moi j'utilise le format de Zotero. On va convertir en document Zotero et toutes les propriétés qui seraient en plus, dont peut-être d'ailleurs le contenu du document. Ça peut être une propriété, vont être convertis dans un sous-objet que Zotero appelle une note. Donc vous pouvez avoir à la fois des métadonnées et des documents et des notes. Et il se trouve que la note est plus intéressante que le document parce que Zotero vous permet de modifier la note directement dans le logiciel, donc c'est assez pratique. Et donc une fois que vous avez récupéré et normalisé ces données, Pandoré vous propose de les uploader sur Zotero. Et donc Zotero est un logiciel intéressant parce que c'est gratuit, c'est open source, c'est académique et ça vous permet, ça a à la fois un logiciel en dur, en desktop et une interface web qui fonctionne très bien. Et ça vous permet, derrière il y a une base de données SQL. Et donc, vous avez la main pour faire de la curation, modification de ces jeux de données. Donc, si Pandoré se situe dans un paradigme où on va abstraire toutes les unités de données sous forme de documents, et ben, du coup, avoir ce logiciel de gestion de documents et de collection de documents qui est Zotero, c'est très utile. Donc, premier pipeline, récupération de données, normalisation de données, vous les envoyez par Zotero et ensuite vous les réimportez depuis Zotero dans Pandoré, et là vous avez des heuristiques de visualisation qui vous permettent d'explorer ces corpus de différentes façons, sous forme de réseau, sous forme de frise chronologique, sous forme de plein de différentes formes géographiques, enfin voilà, il y a plein d'heuristiques. Et donc à partir de là, vous allez pouvoir faire de l'exploration qui va être soit de se représenter ce corpus pour essayer d'en déterminer la topologie ou d'en déterminer les groupes d'acteurs, les groupes de documents, les groupes de signaux et essayer d'en tirer des conclusions. Soit, et c'est plutôt ce vers quoi moi je m'oriente, même si d'autres font autre chose, une fois que vous avez ces heuristiques d'exploration, d'aller voir quel groupe de documents émet quel signal. Et c'est moi ce que je trouve plus intéressant, c'est de ne pas essayer d'avoir une espèce d'immense plat de spaghettis avec des nœuds, des axes entre les différents nœuds, etc. et d'en tirer des grandes conclusions sur l'organisation des sociétés humaines, mais plutôt de voir, il y a tel type de document qui a l'air qui est de la même période ou qui cite même tel type de document ou qui utilise les mêmes termes, etc. On va aller voir vraiment le contenu de ces documents rapidement pour voir qu'est-ce qu'on trouve intéressant dans ces documents, et à partir de là, on va essayer de qualifier soit des groupes d'acteurs, soit des structures de phénomènes, et on va ensuite essayer de les analyser. Donc ce double pipeline-là est conçu pour fonctionner l'un à la suite de l'autre, mais peuvent être indépendants.
Donc vous pouvez vous dire, typiquement, je vais me servir de Pandoré simplement pour aller récupérer des données depuis Scopus et les mettre dans Zotero. C'est plus pratique de faire ça plutôt que de faire 14 exports sur Scopus, etc. Après les importer, c'est pas la bonne version, etc. Et en fait, peut-être, si vous n'avez qu'une seule source de données, ça n'a pas vraiment de sens. Mais si vous en avez plusieurs, vous avez besoin qu'elles soient compatibles entre elles, là, ça a vraiment du sens. Parce que vous allez faire la même requête sur différents types de sources de données, les normaliser, les importer. Et à l'inverse, si vous avez déjà des données que vous avez mis dans Zotero, que vous avez par d'autres moyens abstraits puis injectés dans Zotero, vous pouvez les importer dans Pandoré, même si elles ne viennent pas originellement de Pandoré, pour ensuite les explorer de différentes façons. OK. Et la normalisation de données, ça fonctionne comment? C'est du mapping en fait. Cette normalisation, c'est simplement de faire un travail plus ou moins complexe de qualification de ces données de façon à les rendre compatibles à un format qui est le CSL JSON, qui est le format qui est promu et utilisé par Zotero. Ce qui est plus ou moins simple parce que certains documents sont des documents. Les articles scientifiques, c'est des documents, ils sont conçus comme tels. Les captures de pages web telles qu'on les voit ou les essais cliniques tels qu'on les récupère, ça correspond plus ou moins à ce qui rentre dans la nomenclature des fichiers de données qui sont utilisés, des formats de données qui sont utilisés par Zotero. Et donc, le travail est plus ou moins complexe. Et c'est là qu'on touche ta question précédente, qui est qu'est-ce qu'on fait quand on a des données qui sont captives, qui sont disponibles seulement à la BNF, mais qu'on est en un contexte open source. Et ce contexte open source, cette contradiction, elle est résolue en ne mettant pas les données elles-mêmes, mais en mettant les métadonnées. Donc l'avantage d'un système comme celui de Zotero, c'est qu'on crée un corpus avec pas forcément les documents comme tels, mais les informations qui permettent de désigner un document. Et donc c'est la façon dont on procède pour les archives du web. Plutôt que de mettre des captures, on va utiliser quelques informations dont on considère qu'elles peuvent être publiques sur des documents et pas les documents en entier. Donc on va avoir le titre de la page web, on va avoir le domaine de cette page web, on va avoir la date à laquelle elle a été collectée, par exemple, et on va avoir un ID qui permet de vraiment situer cette capture dans le jeu de données. Ça, on va pouvoir l'extraire. Ça, on va pouvoir le mettre en ligne. Ça, on va pouvoir le mettre dans Zotero. Et ensuite, quand l'utilisateur voudra aller explorer ce jeu de données et avoir accès aux captures, à ce moment-là, il faudra qu'il déploie Pandoré dans le réseau qui est autorisé à consulter ces différentes pages web pour que ça fonctionne. Donc ce développement dans le code de Pandoré, en fait, on remarque qu'il n'y a dans le code source public de Pandoré tout le code source est public, donc dans le code source de Pandoré, ce qui permet de se brancher à l'infrastructure locale d'un dépôt d'archives web pour lui envoyer les informations nécessaires pour qu'il retrouve la donnée. Donc c'est comme ça qu'on s'est organisé. Et ça implique par exemple qu'il y ait au sein de ce réseau des fichiers de configuration que Pandoré est capable d'appeler pour justement permettre cet interfaçage. Donc, mais c'est une négociation qui se fait un petit peu pied à pied, c'est-à-dire que quand je suis à ces étapes d'interfaçage ou quand il y a une modification à faire vis-à-vis de cet interfaçage, la façon dont ça se passe, c'est qu'on fait une réunion, d'ailleurs dans une salle juste à côté, et on dit, voilà, telle information peut sortir, telle information ne peut pas sortir. Ça, pour que Pandoré trouve à quel endpoint envoyer cette requête, il faut qu'on lui donne l'adresse. Cette adresse ne peut pas être publique. Donc, la seule chose que tu peux faire, c'est appeler un fichier de configuration ou appeler un endpoint ou ce que tu veux. Et si on reconnaît que tu es bien un utilisateur autorisé de Pandoré dans un contexte autorisé, etc., à ce moment-là, on te laisse avoir accès à cette donnée-là et on te dit où te brancher. Mais jamais l'utilisateur qui est au Data Lab en train d'utiliser ou dans un contexte autorisé en train d'utiliser n'a accès à ces informations. C'est complètement opaque pour lui. C'est le One Mirror. C'est le one-way mirror, exactement. C'est cette métaphore qu'on a proposée avec Dorothée. Exactement, j'ai présenté à FOSDEM. Exactement, qu'on a proposé à FOSDEM, c'est-à-dire qu'on a utilisé cette métaphore qui est de dire que la personne qui utilise Pandoré est un peu, ou la personne en fait qui va consulter les archives du web, se retrouve un peu dans une situation d'un policier qui interrogerait, un peu comme des séries américaines il y a quelques années, viendrait interroger un suspect. Le suspect n'a aucune idée de qui lui pose des questions, répond comme il peut,
Donc les archives donnent les informations qu'elles ont. Après, la qualité de ces informations, la véracité de ces informations peut être sujet à caution. Ce n'est pas un accès absolu à la vérité universelle, c'est juste un dépôt d'archives qui fait ce qu'il peut pour donner les informations dont il est dépositaire. Et à l'inverse, on ne peut poser des questions que quand on est dans la salle. Et la façon dont on pose des questions, on parle dans le micro, mais on ne sait pas où le flux va, on ne sait pas comment il est modifié, et donc du coup, on n'est pas dans la pièce avec la personne. On est dans une autre pièce. Et ça, c'est vraiment important de s'en rendre compte. Il se trouve qu'à la place du micro, on est face à un ordinateur, mais on est face à un appareil technique qui pose la question pour nous. On n'est pas face à face avec le suspect. Le suspect est dans sa propre pièce. Les interactions avec ce suspect est gérées par un système technique dont c'est la fonction, qui fait plusieurs choses. Et même si on s'engage à donner un maximum de fidélité vis-à-vis de la réponse, il y a quand même cette fidélité à des limites. Il faut faire confiance au système technique de la BNF, comme quoi il va donner des données qui sont fidèles. Mais cette question-là est la même quand on se connecte à d'autres types de services. Si je fais une requête à OpenAlex, je fais confiance à OpenAlex pour que l'API qui va traiter la question la transmette à la base de données, que la base de données donne le bon résultat et qu'après l'API qui va formater, packager cette information résultat et me la retransmettre fait aussi un bon job dans cette transmission. Voilà, dans tous les cas, on est toujours face à cette question comme on n'est pas créateur de données avec Pandoré. Enfin, dans quelques cas très très particuliers, on est créateur de données. Il y a quelques routines qui permettent de faire du scraping, mais globalement, dans 95% des cas, on fait confiance aux data providers. C'est le paradigme, mais après, il y a d'autres logiciels, il y a d'autres techniques qui permettent d'être data provider en eux-mêmes. Voilà. J'ai une question pour l'infrastructure technologique. Tu utilises JavaScript pour Electron, mais aussi Zotero API. Mais il y a les autres bibliothèques. Alors, quelle bibliothèque j'utilise Alors, j'ai essayé de me désincarcérer, justement, comme tout le monde. J'ai appris en utilisant du code que d'autres faisaient pour moi, pour ne pas avoir à tout réinventer moi-même. Mais quand même, plus j'ai évolué, plus je me suis collé aux standards du JavaScript. Donc, il se trouve que moi, je suis un peu un puriste du vanilla JavaScript. Et donc, je n'utilise pas de framework comme React, comme Vue, comme Next, comme tout ça. Moi, je fais tout à la main. Quand je veux créer une div, je fais JavaScript. Voilà, je fais var dom, var myGreatDiv égale document create element div. Donc, j'ai même pas jQuery. J'essaie de tout faire à la main parce que il y a pour Pandoré un enjeu de lisibilité. J'ai besoin que des gens qui veulent comprendre ce qui se passe pour le bien de leurs données et de leurs recherches, puissent le faire avec le moins de charge possible. Et donc, pour moi, le plus grand dénominateur commun à tous les développeurs, c'est le langage lui-même. Donc, je ne vais pas apprendre... Si je développe quelque chose en React et en fait, les gens connaissent le Next ou le Vue ou j'en sais rien, je ne sais pas ce qu'il y a à la mode en ce moment, peu importe, et ben, je perds une partie importante de la population. Alors que je m'attends à ce que chacun, dans son framework, connaisse au moins les bases du JavaScript normal. Donc j'ai une rédaction qui est en fait beaucoup plus fastidieuse que la plupart des gens qui font du JavaScript aujourd'hui, du TypeScript ou de peu importe, parce que je n'utilise pas tous les raccourcis que tout le monde utilise. Mais c'est aussi une façon d'être future-proof. C'est-à-dire que le code écrit en vanilla JavaScript de 2001, il fonctionne toujours par définition. Et il est toujours intelligible. Et mon idée est que dans le futur, dans 20 ans, les gens qui lisent Pandoré, pareil, ils s'y retrouvent assez facilement parce que j'utilise vraiment des méthodes, des systèmes qui sont au cœur de l'infrastructure du langage, au cœur de la convention de l'ECMAScript, et donc du coup, soit facilement intelligible. Pour autant, il y a quand même certains systèmes que j'utilise qui sont particuliers. Déjà, je suis tributaire de l'infrastructure Electron. Donc, j'utilise de base l'API d'Electron. Bon, ça, j'ai pas le choix. Mais quand même, pour la visualisation, il y a une librairie que j'utilise, qui est un grand paradigme dans lequel je me situe, qui est le D3.js. D3, je le connais. Oui. Et voilà, donc moi, je suis tombé dans D3 à la version 3. Donc, il y a une petite dizaine d'années peut-être. Donc, je suis rentré dans D3 V3. Là, on doit être à D3 V7 ou D3 V8. Parce que je trouve que Mike Bostock et Philippe Rivière, qui sont, je crois, aujourd'hui les
deux grands développeurs qui maintiennent Détroit et qui travaillent tous les deux du coup pour la startup qu'a créé Mike à San Francisco qui s'appelle Observable. J'ai eu la chance d'aller les voir 2-3 fois quand j'étais en échange à Berkeley au début de la pandémie. Ils font vraiment un bon travail dans la clarté avec laquelle ils créent ces systèmes-là. Et la façon dont ils essayent de créer des systèmes qui clarifient ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas quand on aplatit des données en les visualisant. Et voilà, je pense que Philippe, j'en ai parlé un petit peu avec lui à l'époque, est un grand admirateur de Bertin et de donc ce qu'il y a en jeu avec le sens et le graphique. Qu'est-ce qu'on fait au cerveau, qu'est-ce qu'on fait aux données quand on crée des visualisations qui cherchent à illustrer des phénomènes ou à les rendre perceptibles. Et donc, j'essaye de me maintenir dans ce cadre et dans ce contexte-là, même si j'essaye aussi de le faire avec un minimum, entre guillemets, de raffinement. J'essaye de rester le plus proche possible du cœur du réacteur. J'essaye pas de faire des choses qui s'éloignent trop des formes graphiques communément admises parce que je me suis rendu compte qu'on projette tellement tous des sens différents dans ce qu'on voit que je trouve ça dangereux. Et donc, j'essaye de faire des modèles, des systèmes de visualisation qui sont aussi explicites et intuitifs que possible, tout en les documentant quand je m'en sers pour faire ma propre recherche. Okay. Donc, c'est pas, si tu veux, je fais pas des espèces de systèmes, de réseaux polarisés de différentes façons, avec des réglages de comment les liens sont créés, etc. Enfin, j'essaie vraiment de rester le plus clair possible parce que j'ai l'expérience, notamment via des ateliers de méthode, de personnes, notamment des chercheuses et des chercheurs, qui projettent des choses complètement différentes de ce pourquoi ces systèmes de visualisation étaient conçus. Et pour moi, un des exemples de ça, c'est la façon dont les gens utilisent Gephi. Donc Gephi est un logiciel de visualisation de réseau qui est très détaillé, qui a plein d'options, qui a plein d'algorithmes de topologisation, qui a plein de... Voilà, on peut faire vraiment plein de choses avec Gephi. Et il y a plein de gens qui utilisent Gephi sans trop savoir ce qu'ils font et sans avoir de définition claire de ce que font les différentes options et la façon dont ça crée du sens ou pas. Et donc pour moi, c'est un vrai enjeu. Enfin, c'est les gens qui maintiennent Gephi, qui l'ont conçu, qui le maintiennent et qui le mettent à disposition font vraiment un travail extraordinaire. Mais il y a un vrai enjeu de comment est-ce qu'on forme les gens à utiliser nos logiciels. Et moi, pour Pandoré, c'est un gros enjeu aussi. Quand je mets des étudiants face à ça et que je leur demande d'écrire ce qu'ils voient, c'est toujours très intéressant parce que ce qui est intuitif pour certains publics n'est pas du tout pour d'autres. On est arrivé à la fin de l'entretien. C'est la fin. C'est très intéressant. Ma dernière question est, on a parlé beaucoup de logiciels, mais tu travailles comme un politologue. Tout à fait. Principalement. Donc je suis chercheur en sciences politiques, oui. Oui, exactement. Et comment tu as commencé le logiciel? Mal. Mal. Alors, j'ai toujours eu une appétence, comme beaucoup de gens de ma génération, pour l'usage des ordinateurs et de l'Internet, parce que c'était vraiment un vecteur de liberté. Et j'ai aussi eu la chance d'arriver à l'adolescence, à une époque où on n'avait pas encore les smartphones. Disons que le smartphone comme outil normal du quotidien pour un peu tout le monde, c'est plutôt ma vie de jeune adulte. C'est plutôt quelque chose qui arrivait à niveau de l'université. Moi, j'ai commencé mes études en 2009. Donc voilà, 2009-2010, c'est là où un peu tout le monde avait plus ou moins un iPhone. Oui, exactement. Les iPhones arrivaient en 2007, je crois. Oui, voilà, c'est devenu, voilà, ça s'est répandu. Donc j'ai vécu mon adolescence à une époque où les ordinateurs commençaient à arriver. C'était un peu le seul vecteur d'accès à l'Internet et on pouvait faire beaucoup plus de choses qu'aujourd'hui. On nous engageait à aller modifier les registres, on ne savait pas trop ce qu'on faisait, on regardait sur Internet et on essayait de refaire les choses. Mais le paradigme d'usage était beaucoup plus libre parce qu'on attendait des utilisateurs qui soient beaucoup plus qualifiés qu'aujourd'hui, peut-être aussi. Et donc, j'ai toujours eu un peu une appétence pour l'usage des ordinateurs. Il se trouve que j'ai un peu systématisé mon apprentissage du JavaScript et du développement logiciel, en fait, un petit peu au moment où j'ai commencé ma thèse, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est les ingénieurs du Media Lab qui, au début, m'ont un peu mis le pied à l'étrier en me montrant déjà que c'était possible, et qui ont pu me débloquer sans faire le travail pour moi, en fait. C'est ça qui était précieux. Ont pu me débloquer et m'orienter en me poussant à mieux exprimer mes problèmes et en me montrant qu'en fait, ces problèmes, tout le monde les avait
et que donc eux, la façon dont ils les résolvaient, c'est en allant dans telle direction, ce qui m'a permis de ne pas être frustré en partant dans de mauvaises directions, en fait. Et donc, en étant bien orienté, en déployant mes efforts parce que j'étais guidé dans la bonne direction, ça m'a permis de ne pas être frustré, de ne pas me prendre trop de murs les uns à la suite des autres, et au contraire, d'avoir un peu la récompense de voir les choses qui marchent. C'est-à-dire que j'ai eu la chance aussi d'arriver à un moment où l'écosystème logiciel était suffisamment général, entre guillemets, était suffisamment mature, où faire sa propre application en étant une seule personne, en utilisant un framework tel que Electron, c'était possible. Et ça, c'est assez récent, en fait, parce que ça date peut-être des années 2015, entre 2015 et 2020, mais avant, ça n'existait pas. Si on voulait faire une application, il fallait plutôt déjà être soit assez bon en C, soit assez bon en Java. Enfin, c'est un autre monde. Il ne fallait pas être tout seul. Enfin, plus compliqué. Voilà, c'était plus compliqué, c'était plus déjà un métier. Donc j'ai eu la chance d'être bien orienté, d'avoir un vrai besoin, qui était ma recherche, et d'arriver à un moment où c'était possible. Et je pense que c'est une fenêtre qui est en train de se refermer, parce que déjà, tous ces frameworks sont devenus de plus en plus complexes. Faire une application Electron. Comme React. Comme React, oui, comme tout. Non, alors, c'est la grande théorie de le enshittification. L'idée qu'on avait des systèmes très simples et très robustes. C'est un autre épisode. C'est un autre épisode. Et qu'aujourd'hui, tout s'est complexifié parce que les gens ont besoin de justifier leur existence et leurs efforts. Et donc, maintenant, tout est overly complex. C'est possible. Toujours est-il que je pense qu'en effet, on arrive dans des infrastructures très solides sont devenues plus fragiles parce qu'elles sont de plus en plus complexes, d'une part. Et d'autre part, je pense qu'aujourd'hui, les étudiants, enfin les gens qui étaient dans la situation dans laquelle qui sont dans la situation dans laquelle moi j'étais il y a 10 ans ou 5 ans, ne cherchent même plus à résoudre le problème parce qu'ils vont demander à des agents AI, des agents automatiques de résoudre leurs problèmes et donc vont pas se donner la peine d'apprendre. Et donc je pense qu'en fait, sans le savoir, j'ai eu de la chance d'arriver un petit peu au bon endroit au bon moment. Et bon, on verra si l'histoire me donne tort ou raison, mais je pense qu'avant c'était beaucoup plus difficile et c'est en train de redevenir assez difficile parce que on part dans une autre perspective et pour autant, en l'état actuel des choses, ce que nous proposent les algorithmes automatiques de génération de code n'est pas satisfaisant, en tout cas pour des usages de recherche. Ok, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci pour ton invitation. Bonne continuation. Merci à toi aussi. Comme Guillaume a dit, Pandore est open source et disponible sur GitHub. On trouve le lien et quelques autres dans le résumé d'épisode. À la semaine prochaine, on revient en anglais avec un épisode sur un voyage vraiment extraordinaire. La sonde interplanétaire et en fait interstellaire, la sonde Voyager de NASA. À très vite. Oh, c'est déjà fini. Mais merci pour votre écoute.